Que ton courage soit notre loi, malgré le poids de vos fardeaux. Bonjour Madame Saïdi, toutes mes condoléances. Pour la France, si on parle d'un point de vue de cinéma pur, c'est mon premier film. Tandis que La Mélodie, c'était un film que j'avais fait d'une manière différente. C'était une entreprise différente. C'était pas intime, ça venait pas de moi. C'était un projet qui m'a été amené. C'est un projet pour lequel voilà, je me suis attaché à ce projet-là, je l'ai fait. Donc c'était mettre plus mon artisanat au service d'un scénario et d'un projet. Tandis que là, tout vient d'intérieur, quoi. Et donc c'était un vrai geste de cinéma du plus profond de mes tripes. Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire? Mon fils était fier d'être à Saint-Cyr. C'était son rêve. Et qu'a-t-il dit du bahutage? Vous savez, les transmissions de tradition, c'est des chants autour du tombeau de Napoléon. Ou Verdun sur les traces des poilus. Pour moi, c'était nécessaire de prendre du recul parce que je pense que le cinéma a une force qui lui est unique, c'est la sincérité, une forme de sincérité qu'on cherche tous dans les films des autres, quoi, moi en tant que spectateur. Et j'ai essayé d'apporter cette sincérité en racontant une histoire personnelle, comme beaucoup l'ont fait, mais en restant dans un projet de cinéma, un projet d'odyssée familiale et qui raconte un peu l'histoire de notre pays, mais pas que. Elle raconte surtout l'histoire de cette famille Saïdi, de ces réfugiés qui sont d'une certaine manière plus français que beaucoup, parce que l'un d'entre eux périt à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr lors d'une soirée de bahutage. Mais ce qu'ils appellent bahutage et les humiliations qui vont avec, qu'est-ce qu'il est censé en dire d'après vous? Ça consistait en quoi? Il me parlait de réveil en pleine nuit pour aller dans la forêt. De privation de repas, de faire les serviteurs à toute heure, de tas de jeux stupides et humiliants. Les deuxièmes années ne les laissaient pas tranquilles. Il était épuisé. Que j'ai adoré avec Rachid, j'ai forcément été très touché de savoir que c'était son histoire personnelle. Et ce qui m'a d'autant plus touché, c'est que lui, il ne me l'a jamais présenté sous un autre... Enfin, le seul terrain qu'il m'a présenté, c'est celui du cinéma. Par son traitement scénaristique et par les discussions que j'ai eues avec lui, il ne s'est jamais montré petit et au contraire, il s'est montré, je trouve, très grand. J'ai été très touché de savoir que forcément, c'était son histoire et qu'il y avait quelque chose de très impactant pour lui. Jamais on s'est dit qu'on allait partir sur un portrait de mimétisme et que j'allais jouer son rôle. Jamais. Et je trouvais ça très important et je trouve qu'il a su justement élargir le cadre nettement pour en faire une histoire universelle et une histoire française. Il n'y avait pas d'intention d'humilier, on ne peut pas vraiment parler de bizutage au sens judiciaire, mais c'était pas non plus une activité encadrée par l'école. On est entre deux. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. Ça questionne beaucoup, je pense, les gens sur l'appartenance, sur l'intégration, sur la représentation qu'on fait de ces couches populaires. Et j'avais envie de parler pour la majorité silencieuse. Et voilà, j'ai pris ça comme un devoir parce que mon frère, lui, s'était donné le devoir de protéger la France et qu'il était d'une certaine manière un exemple de cette intégration républicaine, de cette cohabitation normale et paisible entre l'islam, l'Algérie et la France, dans le cœur de beaucoup de jeunes issus de l'immigration ou immigrés eux-mêmes. Et voilà, j'avais besoin de raconter cette histoire. Le recul de Rachid sur sa propre histoire et de respecter l'engagement de son frère et de ne pas le trahir parce qu'on fait du cinéma, je trouvais ça très joli. Et c'est vrai que l'ensemble des personnages de ce film, je trouve qu'ils sont dans une dignité et qui représentent aussi quelque chose, des fois, où parfois dans le cinéma on montre beaucoup de choses de l'ordre du sensationnel et que parfois ça fait du bien aussi de voir une sorte de majorité silencieuse qu'on voit peut-être pas souvent à l'image, mais qui est dans la vie et est une majorité. Et Aïssa, comment nageait-il? Je comprends pas votre question. Pourquoi vous me posez cette question? Hein? Vous savez que pour entrer à Saint-Cyr, il faut savoir nager, non? Oui. Alors pourquoi vous me posez cette question? Répondez, Madame Saïdi. Non, je veux savoir pourquoi il me pose cette question.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'être acteur, d'être dans une position privilégiée, mais je viens de là, alors je ne peux pas oublier non plus comment les gens sont beaux et dignes aussi dans ces milieux-là, et je trouve que parfois c'est bien de le raconter, quand même, de ne pas l'oublier, quoi, de se dire que la majorité des gens, malgré des difficultés économiques, malgré des difficultés sociales importantes, mènent dignement leur vie, élèvent leurs enfants du mieux qu'ils peuvent et font chaque jour au mieux voilà, pour être déjà dans les besoins les plus élémentaires. Alors je trouve que quand un réalisateur et quand il y a des acteurs qui peuvent incarner ces réalités-là, c'est un cadeau parce que c'est quelque chose, pour moi, d'important. C'est pour l'enquête? Oui. C'est ça? Et vous enquêtez sur qui? Sur mon fils ou sur ceux qui l'ont tué? Depuis plusieurs années, les films, les séries, les reportages, les écrans sont remplis d'images qui sont quelque part déshumanisantes à mes yeux parce qu'elles dépeignent une population d'une manière unique. Elles n'ont qu'une couleur, c'est justement noir et blanc, c'est des gens qui vivent dans la violence, sans perspective, enfermés dans un communautarisme, une religion ou une fonction narrative ou pratique pour un film ou pour une série. Et il était nécessaire pour moi de briser ces clichés parce que je considère que c'est mon devoir de cinéaste de raconter mon monde, là où je viens. Les premiers éléments de l'enquête préliminaire nous permettent d'affirmer que les élèves de deuxième année ont manqué à toutes les règles de sécurité. On constate une différence significative entre l'activité présentée au livre de marche et l'activité qui a réellement eu lieu, durant laquelle Aïssa a perdu la vie. C'est pour toutes ces raisons que l'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Je voulais, d'une certaine manière, être juste. Donc, quand je décris la famille Saïdi, avec des personnages complexes, avec leur histoire complexe, avec leurs questions, leurs doutes, leurs recherches, leurs quêtes, leurs failles, leurs défaillances, et ben, quand je montre Aïssa à Taïwan qui parle mandarin, ben, je détruis 25-30 ans de clichés. Et ben, je m'impose cette discipline de le faire aussi pour les militaires. Parce que j'ai rencontré des gens formidables, des gens avec lesquels je ne partage pas d'idéaux moraux, et puis des gens que j'ai trouvés... voilà, je comprenais que mon frère voulait ressembler un peu au général Caillard, quelque part. Et je comprenais son engagement. Je comprenais que c'était ces gens-là qui l'inspiraient. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire? Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. C'est très important pour moi, des fois, de tomber sur de la nuance. Et je trouve qu'on est dans une époque qui manque parfois un peu de nuance. Et dans un cinéma, parfois aussi, peut-être qu'il en manque un peu. Et je trouvais ça d'autant plus admirable que il aurait pu paraître légitime qu'il aille sur un film très engagé et engageant, mais je trouvais ça encore plus fort justement de respecter à la fois l'engagement de son frère dans l'armée, de nuancer aussi je veux dire, l'idée c'est surtout pas de faire un film anti-armée, ou c'était pas d'avoir un discours trop facile, je trouve, d'artiste sur l'armée, mais au contraire de montrer que que comme chaque entité, il y a des personnes, et c'était surtout pas d'en faire un film binaire, une famille issue d'immigration, victime de l'armée. C'est surtout pas ça le film. Il était important pour moi de dépeindre ces deux univers sans clichés. Parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où les extrêmes ont pris le pouvoir, ils ont pris le micro, comme on dit, et il faut avoir le courage d'être nuancé. Et là, c'est là qu'il y a un geste de cinéma. Donc l'écriture, bien sûr qu'il y a un défi énorme, mais dans l'interprétation, il y a un défi encore plus grand parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a des enfants qui sont très jeunes, qui ont 6 et 8 ans, 7 ans, voilà. Il y a des époques, et donc il y avait besoin de créer une cohérence là-dedans. Et ça, c'est un travail de fond sur la matière humaine qui était passionnant, mais qui était tous les jours difficile parce que le film aurait pu devenir très romantique ou sirupeux, et ça c'était l'ennemi absolu. Donc on ne voulait pas faire ça, on voulait faire un film qui soit droit, parce que cette dignité qu'on donnait au personnage, fallait que le film l'ait aussi. Je trouvais que c'était quelque chose d'important, et surtout de montrer que l'institution est faite par des hommes et qu'elle n'est pas que unicité. Et je trouvais ça assez joli justement qu'il ait ce recul-là. Et c'est vrai que
c'est pas un film que j'ai souvent vu, et j'ai vu souvent, moi, des grands combats menés contre. Et là, je trouve que c'est aussi une histoire d'homme et une histoire française très nuancée et que je trouve importante. Nous allons devoir attendre les conclusions de l'enquête, mais il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. Combien de temps on va devoir attendre? Il faut laisser le temps à l'instruction de se faire. Mais soyez certaine que la justice fera son travail, madame. Ça fait des années que je vois des films qui dépeignent, si vous voulez, l'échec de l'intégration. De mon point de vue d'immigrés, de jeunes de quartier, j'ai grandi à Pierrefitte et à Saint-Ouen. Pour moi, ce n'est pas un enjeu d'intégration. Il n'y a pas un problème d'intégration en France. Il y a un problème de travail. Quand, dans les années 60, on ne parle pas de problème d'intégration, dans les années 70, on ne parle pas de problème d'intégration, mais le problème d'intégration, il survient quand il n'y a plus de boulot. La France n'a plus d'industrie. Il y a un vide économique, et quand les gens ne travaillent pas, ils n'ont pas de dignité. Ils perdent leur dignité, parce que le travail, c'est la dignité. Et moi, si vous voulez, quand je fais ce film-là, j'écris le personnage de Nadia, la mère des deux frères. Elle est instruite, elle est forte, elle a éduqué ses enfants seule. Elle s'exprime très bien. Elle a un compas moral très clair. Et elle est intellectuellement structurée. Et pour moi, ça, c'est ma mère. Ça, c'est plein de femmes que je connais autour de moi. Ça, c'est les mères de plein de mes amis. J'en ai vu plein des gens comme ça dans les quartiers. Les funérailles militaires aux Invalides concernent les soldats tombés dans l'accomplissement de leurs devoirs en opération extérieure. Le décès du sous-lieutenant Seydi ne s'inscrit pas dans cette réglementation. Nous pensons qu'une haie d'honneur faite par ses camarades au cimetière de Bobigny constituerait un bel hommage. C'est ce que nous vous proposons. Non. Sauf que ces gens-là, on ne leur donne pas le micro parce que c'est pas spectaculaire comme quelqu'un qui tire sur des flics ou quelqu'un voilà, qui se bagarre avec une batte de baseball. Mais en réalité, si vous voulez, cette réalité, elle existe aussi. Je ne veux pas qu'on enterre mon fils à Bobigny. Mais alors, où, madame? Au cimetière militaire. Comme tous les soldats. Comme vous l'avez promis. Elle présente un personnage, là aussi, qu'on n'avait pas souvent vu, c'est-à-dire un personnage parfois cruel, parfois très dur, même avec son propre fils, et qui est pris dans des complexités. Je trouve que c'est un très beau personnage féminin, très fort, et qui, justement, n'est pas le personnage très entendu d'une mère dans la douleur, qui est juste dans la douleur, et au contraire, c'est un personnage extrêmement intelligent, et en même temps, qu'on sent emprunté par la vie, et qui rend des sentiments très forts à l'écran, et je pense que vous ne pouvez pas rêver mieux pour ce rôle. Moi, j'aimerais que les gens reprennent un peu de dignité, en fait. Et ça, c'est pas un truc de volonté. Je veux juste... La justice, c'est de les décrire aussi. Et donc, j'essaye de mon point de vue, de ma vie, de raconter quelque chose d'intime, mais d'universel aussi. Et je veux offrir quelque chose aux spectateurs qui leur permette d'aller au cinéma, de voir quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Et je prends le risque de leur montrer quelque chose d'inattendu, parce que ce n'est pas un film sur l'enquête judiciaire ou criminelle. Ça, la presse l'a déjà fait. La presse en a déjà parlé. Qu'est-ce que moi je vais rajouter à ça? Ça se résume en une page. On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort. Présentez! Saint-Cyr, l'armée et le système, ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa. C'est un personnage qui lutte contre sa propre violence intérieure, surtout pour mener un combat philosophique et moral. Et je trouvais que c'était assez joli d'avoir un personnage populaire, venant d'une classe populaire, dans cette dimension-là, parce que je trouve que la plupart des grands combats sociaux, des grands combats idéologiques ont été menés aussi dans les milieux populaires, et je trouvais qu'on ne voit pas assez au cinéma, que souvent on est réduit à la violence. Et je trouvais ça joli juste de trouver ça dans un scénario. Déjà, sur ce personnage, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. C'est un personnage qui a cette capacité
oui, de combat philosophique. Je trouvais ça assez intéressant de ne pas traiter la famille d'un axe à la fois ni angélique ni démoniaque, et que ce soit des rapports complexes humains. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, et je trouvais que la maladresse parfois du rapport humain me semblait quelque chose d'assez vrai, surtout dans les rapports familiaux. L'odyssée de ces gens, le conte en Algérie, Antigone en France et l'aventure à Taïwan, ça c'est une promesse de cinéma qui m'intéresse. Et ça, c'est un film pour les gens. Quand les Espagnols sont venus coloniser Taïwan, ils baptisaient les aborigènes dans la rivière. C'est pour ça que les gens disent que l'eau est bénie. Je crois au miracle. Je crois en moi. Ça a été particulier parce que j'ai commencé par la partie du deuil, et la partie française où le personnage de Chahine est mort. Et donc on s'est dit avec Rachid et Chahine qu'on allait se découvrir sur une autre partie à Taïwan, qui est une partie flashback de leur relation, et que du coup, presque sur la partie française, on n'a pas du tout échangé. On se disait bonjour, et c'est tout. Par souci justement de garder une certaine distance qu'on va retrouver, qui était hyper utile. Tu sais que maman, elle s'inquiète pour toi. Faut pas. T'as passé 30 ans, Isma. T'inquiète pas pour moi. Je te parle pas d'argent. T'es en France, tu te lèves un matin, tu fais une formation, ce que tu veux. À Taïwan, ça a été assez formidable, parce que déjà, on a vécu une expérience qui était les 14 jours de quarantaine, dans un hôtel où on voit personne et on sort pas de la chambre, etc. Je sais qu'eux l'ont vécu un peu... Ils avaient hâte de sortir, moi j'étais plutôt bien. On a eu une semaine aussi où on ne pouvait pas tourner, donc finalement on a eu 3 semaines vraiment, dans les groupes à se parler en WhatsApp, en truc, et puis une semaine vraiment à être vraiment ensemble presque tout le temps. Et ça a créé déjà un rapport fort entre nous deux. T'as pas envie d'un travail, une famille et des enfants? Et toi, tu veux faire quoi? Je termine mon master et je passe Saint-Cyr. Ce qui a été intéressant, c'est qu'il y avait quand même cette distance, et que Chahine est un acteur ultra fin. Pour moi, un des meilleurs acteurs de sa génération. Il est plus jeune que moi, et j'en parle avec vraiment beaucoup de plaisir, parce que j'ai été frappé par sa maturité de jeu. Il joue tout de façon très intérieure. Je sens qu'il a enfin, c'est pas que je sens, je l'ai vu, il a une panoplie de jeu très belle, parce que je l'ai vu de film en film. Je l'ai vu chez Keshi, je l'ai vu sur Placé, je le vois là. Et je me dis que c'est un comédien qui peut vraiment tout jouer, qui a de l'autodérision, qui est drôle, qui est intelligent, qui est hyper fin dans le jeu, et d'une noblesse et d'une rareté qui me fait penser à des acteurs qui ne sont plus là. Et je trouve que c'est un acteur vraiment très précieux dans le cinéma français, et je suis ravi d'avoir joué avec lui. Et du coup, en fait, le rapport de jeu, il a été très facile. J'étais admiratif même pour son âge, de cette maturité de jeu que je trouvais assez incroyable. Et je trouve que tout passe dans une densité et dans un truc sous-jacent comme ça qui est assez fou. L'armée? T'es sérieux? Choisir. Le casting, pour moi, c'est un truc d'instinct. Je sais pas, je les rencontre, je prends un café. Moi, vous savez, j'aime pas les auditions, j'aime pas les castings. Il n'y a que pour les enfants que j'organise un casting, parce que les enfants, je cherche pas l'enfant le plus grand comédien, je cherche l'enfant le plus adapté et le plus intelligent, en fait. Des enfants capables de te comprendre. Et pour les acteurs, c'est un truc, voilà, est-ce que cet acteur et moi, on se comprend sur le personnage? Est-ce qu'on se comprend dans le film? Et là, Pour la France, j'ai eu un casting de rêve, quoi. J'ai eu les plus beaux comédiens que je pouvais imaginer, et j'ai été extrêmement chanceux. On prenait tous ces comédiens un par un, ils sont tous dans le doute, ils cherchent tous, et on était tous comme ça. On a tous cherché, mais on avait une direction claire. On savait où est-ce qu'on voulait arriver. Et on voulait arriver à un espace de vérité émotionnelle. Un endroit où c'est notre vérité à nous. Et c'était notre cap tous les jours. Et voilà, de Paris à Taipei, en passant par l'Algérie, j'ai eu les plus beaux comédiens du monde. Ils sont morts comment? Les autres à Bobigny? Il y a des cas de figure différents les uns des autres. Ouais. Et vous en avez beaucoup des homicides involontaires? Ouais. L'enquête est en cours, hein. Rien de plus. On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort. Bahutage, pas bizutage. Et c'est quoi la différence? Bahutage, ça donne le droit de tuer.
Je crois que vos émotions obscurcissent votre jugement, jeune homme. Ça fait des années que je joue plus parce que je veux dire très clair, j'aime pas être acteur, je déteste ça. Voilà, je l'ai été parce que la vie m'a mis sur ce chemin et Abdelkeshish m'a dit écoute, tu sais, si tu veux devenir un bon réalisateur un jour, parce que j'avais 16 ans quand je l'ai rencontré, moi je voulais être assistant mise en scène, il m'a dit bah, tu dois être acteur pour comprendre c'est quoi un acteur, parce que sinon tu peux pas le diriger. Bah, il avait totalement raison. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et ce qui était douloureux pour moi, c'est quand j'arrivais sur un plateau, un mec, il me disait, bah alors, attends, fais voir comment tu fais ça, comment tu fais ci. Fais voir comment tu fais ça. Et ça m'a traumatisé profondément. Et donc, quand mes acteurs viennent, je ne fais pas de mise en place. J'ai tout préparé, je leur dis, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et tout d'un coup, je les libère d'un poids. Et par contre, là, on va chercher dans le jeu. Et on a le temps pour ça. Et ça, c'est mon combat de tous les jours. Et ça, c'est comment on organise ce plateau. On se trompe, allez, des fois je dis un truc, c'est pas bien, des fois ils font un truc, c'est pas bien, mais on cherche, et on a le temps de chercher parce que tout est préparé en amont. C'est un super directeur d'acteur. Je trouve qu'il pousse à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il est vraiment au plus près de ses comédiens. On a travaillé à la fois sur des éléments très concrets. Concrètement, mon personnage, il est boulanger, mais j'ai appris à faire du pain et à faire des baguettes. Et je sais que ça peut paraître comme ça rigolo, mais ça ne l'est absolument pas pour moi. Pour rentrer dans le rôle, ça me permet d'incarner, en fait, de savoir faire du pain. On s'est dit que, tiens, il y avait deux époques différentes. Comment la marquer alors qu'on n'avait qu'un mois d'écart de tournage? On s'est dit une différence assez significative de poids. Avec Rachid, on s'est mis d'accord pour, voilà, concrètement, en perdant X poids, on va tomber sur une autre silhouette qui nous permet d'incarner une autre époque. À la fois d'être sur des choses très concrètes, et puis sur les scènes, il y a quelque chose de très beau chez lui, c'est qu'il interroge tout le temps ses scènes. Il n'a pas d'avis absolu, alors que pourtant il pourrait se dire proche de cette histoire, de façon légitime, encore une fois. Et pour autant, il interroge ses comédiens, ses scènes, et il y a de l'improvisation possible dans le sentiment. Pas forcément dans le texte, parce que d'ailleurs c'était très bien écrit, mais plus dans le sentiment. Et je trouvais ça... Ouais, je trouve que c'est un super directeur d'acteur. Ouais. Ouais. Viens avec moi. Là, on va faire un tour aussi. Nous comprenons votre chagrin, Madame Saidi, vraiment. Et nous ferons tout notre possible pour vous rendre cette épreuve moins douloureuse. Mais il va falloir être raisonnable. Je me disais, c'est un vrai défi de cinéma. Je me disais, ouais, comment trouver une unité à l'intérieur, comment trouver un langage assez cohérent entre toutes les parties, qu'elles se répondent entre elles et que ça reste le même film. Et je ne connaissais pas Taïwan. Et du coup, je ne pouvais pas dire que je connaissais l'univers graphique. Je le voyais juste à travers des documentaires ou du cinéma, mais je ne l'avais jamais vécu. Donc, je ne présageais pas de tout et j'ai été agréablement surpris. J'avais adopté un style qui était très en souterrain, mais avec un découpage très strict, qui fait que le film a il agit comme un bloc alors qu'il y a 3 temps et qu'il y a des nuances. Donc on a cherché à nuancer les époques, nuancer les choses et en même temps garder une grosse unité sur le film. Donc il y a eu plein de petits défis comme ça de cinéma qui étaient à la fois passionnants et flippants. Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur, c'est aussi l'image. Pour qu'allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur? Vous appelez ça une erreur? J'appelle ça une faute. Pour moi, dans les deux temps de jeu, il y avait une vraie différence. Il y avait un temps de... Effectivement, dans le temps de deuil, on ressortait vraiment une atmosphère lourde sur le plateau, déjà par le dispositif de mise en scène, par les scènes très lourdes, où c'était vraiment des scènes très millimétrées, alors que dans la partie taïwanaise, on était à l'épaule, il y avait plus de vie, c'était une partie plus emballante. Et je trouvais qu'effectivement, c'était comme, il y avait comme une libération pour moi, enfin de jouissance du jeu, quoi, de pouvoir justement exprimer d'autres choses que la douleur, le regret, la nostalgie. Et je trouvais que c'était deux parties qui se répondaient bien l'une à l'autre et que d'avoir les deux dans un film, c'est quelque chose d'extrêmement plaisant pour un comédien. Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants. Jamais de ta vie, t'as pris une bonne décision. C'est le décret ministériel concernant les funérailles d'Aïssa. Excusez-moi, mais c'est insuffisant. On m'a donné le droit de faire ce film. Peut-être que voilà, j'ai connu des moments où on ne m'a pas donné le droit de faire d'autres films avant. J'ai fait mon premier court-métrage, j'avais 18 ans. Le deuxième, j'avais 21 ans. J'ai fait mon premier long-métrage, j'en avais 31. Donc, si vous voulez,
il s'est passé quasiment 10 ans parce qu'on ne m'a pas laissé faire de film avant et que voilà, j'ai mangé des murs et que ça a été très très dur. Et quand vous venez d'un milieu populaire comme moi, ben, j'ai souffert pendant très longtemps à bouffer des pâtes et faire des petits boulots à droite à gauche pour survivre. Donc forcément que c'est difficile et je le sais parce que je l'ai traversé. Et j'ai fait des petits boulots de partout et je remercie les gens qui m'ont donné à un moment donné la pièce, quoi. Voilà, Sylvie Piala qui m'avait fait travailler en production chez elle, qui m'a appris un peu de ce métier et en même temps qui m'a donné un truc à gagner pour vivre, quoi. Et puis les autres, des petites choses que j'ai faites à droite à gauche, voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le cinéma, en France, c'est encore un art, quoi. Et je tiens à le dire, parce que même si on pense que c'est contradictoire, mais moi, l'art, c'est pour le public, c'est pour les gens. Je ne fais pas de l'art pour moi, sinon je ferais une peinture. Donc quand je fais ce film, je crois aussi qu'il y avait une volonté d'être généreux. Et je pense que cette générosité a participé aussi à la volonté de ces gens-là. C'est qu'ils ont vu que moi, j'ai envie de faire un truc pour le public. Et que je ne suis pas là pour enfermer un film dans un truc pour moi. C'est important. J'aime le public.